Donc pour remettre en proportion, la FAO dit que c'est 1/3 de la nourriture produite qui n'arrive pas dans l'assiette. 1,3 milliard de tonnes, c'est 30% de l'ensemble de la nourriture. 33,33%, etc. C'est un tiers de l'ensemble de la nourriture produite. Mais là-dedans, on va tout de suite éviter de s'enflammer. Là-dedans, il y a des déchets qui sont des déchets inévitables, hein, puisqu'on compte l'ensemble de la perte du champ, de la fourche jusqu'à la fourchette. Il y a des déchets qui sont inévitables au niveau du consommateur. La peau de la banane ou la peau de la pastèque, on ne va pas vous demander de la manger demain. Hein. De la même manière, au niveau des champs, on peut avoir des catastrophes naturelles qui font qu'il y a une partie de la production qui est perdue. Donc ça, c'est inévitable. Il y a une partie de déchets qui sont de pertes alimentaires qui sont inévitables, qui rentrent dans le calcul du fait qu'un tiers de la production alimentaire mondiale n'arrive pas jusque dans l'assiette de chacun d'entre nous. Il y a aussi des déchets qui sont évitables. Donc là, pour les déchets inévitables, on va parler de pertes. Hein, voilà. On appelle ça des pertes. Voilà. Il y a des déchets qui sont évitables et qui, eux, sont liés à la manière dont notre économie est organisée au niveau mondial. Par exemple, on va prendre un exemple méditerranéen. Les melons sont souvent vendus à la pièce et ne sont donc acceptés par le commerçant que s'ils correspondent à un certain calibre. Donc ça veut dire que quand le producteur récolte ses melons, si ces melons sont trop petits, ils vont directement à la poubelle. Et donc là, on imagine assez bien le gaspillage qui, là, peut avoir lieu au niveau du champ. Mais quand je prends cet exemple-là, ça illustre bien la question de savoir qui est responsable. Et ça permet de voir que c'est assez compliqué. Si demain, on vend des melons à la pièce, qui d'entre nous va acheter le plus petit melon? On voit que là, il y a vraiment, et c'est en ça que ce sujet du gaspillage alimentaire est un sujet passionnant d'un point de vue politique, c'est qu'il y a une co-responsabilité à la fois au niveau du producteur, au niveau des distributeurs et au niveau du consommateur. Je disais qu'en France, enfin en Europe même, la moitié de tout ce qui est déchets évitables, donc ce qu'on peut appeler le gaspillage hein, finalement, la moitié du gaspillage se fait au niveau du consommateur. Pas tout à fait. Hein. La FAO, alors je prends, parce qu'on a aujourd'hui une réelle carence, un réel manque au niveau des données chiffrées. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, d'un point de vue scientifique, avoir un vrai diagnostic et des chiffres consolidés. On a beaucoup de chiffres, mais ils ne sont pas toujours très cohérents, ils ne sont pas toujours sur le même périmètre. Ouais. Donc l'ensemble des experts sur le sujet au niveau mondial insistent sur le fait qu'il faudrait un diagnostic un peu plus fin et un peu plus poussé. C'est pour ça que je ne vais pas me perdre dans les différentes querelles selon que c'est la Commission européenne ou selon que c'est la FAO. Je vais garder que les chiffres de la FAO. La FAO dit 280 kg ramenés à l'habitant et par an de déchets alimentaires, dont 100 kg pour les consommateurs et 180 kg en amont des consommateurs, donc au niveau du producteur et du distributeur. Donc mon chiffre est faux, d'accord. Voilà. Donc 280 kg, hein, quand on le ramène à l'habitant, c'est ce qui est effectivement perdu. Et là-dessus, le consommateur lui-même est responsable de 100 kg, c'est-à-dire grosso modo un tiers. Hein. 100 kg, dont là-dedans des déchets inévitables. Hein. Ouais. Voilà, la peau de banane, on ne va pas la manger. La carcasse de poulet, à moins d'avoir un estomac et une dentition solide, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Ouais. Donc, alors il y a la question du pain aussi. Ouais. En France, on jette beaucoup de pain. Oui. On jette beaucoup de pain et notamment dans la restauration collective pour les jeunes, pour les enfants. On s'est rendu compte que si on installait le pain en début de chaîne dans les cantines, dans les selfs, et c'est un mécanisme assez facilement compréhensible, les enfants avaient tendance, arrivant le midi pour le repas au lycée, au collège ou à l'école, avaient tendance à prendre beaucoup de pain parce qu'ils avaient très faim, à en manger un peu d'ailleurs immédiatement pris sur la chaîne de distribution de la cantine, et ensuite prendre les autres plats. Le problème, c'est quand vous mangez du pain comme ça de manière importante et que ça n'assouvit pas, ça n'a pas un effet immédiat sur votre appétit. Seulement assez rapidement, vous vous retrouvez avec un tas d'autres plats et vous jetez parce que vous avez suffisamment mangé, et surtout du pain avec de l'eau, hein, très vite, ça va vite vous rassasier, quoi.
Il y a beaucoup de pain jeté aussi, ben, on en revient à la... Là, vous avez l'air de dire que si on met du pain en début de chaîne, les enfants vont moins manger de denrées. Mais ma question, ils vont plus gaspiller. C'était les pertes de pain. Ouais. La perte de pain. Le chiffre, c'est en France, on jette en moyenne un pain sur 5. Ouais. On jette un pain sur 5. On en revient au modèle économique. Parce que finalement, le pain, quoi, ça se perd. Il se rassie. Oui, c'est une denrée périssable. Il se rassie. Si vous faites vos courses avec le modèle lié à une économie du pétrole, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, voilà, vous achetez plutôt pas mal de pain qui devient vite du pain blanc qui va très vite devenir rassis et que vous allez donc plus facilement jeter, quoi. Cet énorme gaspillage, est-ce que ça a du sens de le mettre en relation avec le nombre de personnes qui, sur Terre, souffrent de malnutrition? C'est-à-dire qu'on a quand même une personne sur 6 ou une personne sur 7 sur Terre qui souffre de malnutrition. Alors, est-ce que, voilà, évidemment, spontanément, on pourrait se dire, ah, mais pourquoi est-ce que tout ce qu'on gaspille, on ne pourrait pas le donner? Est-ce que ça a un sens de se poser la question comme ça? Ouais, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça parce que dans les mercredis du pavillon, on pourrait se dire de manière un peu abstraite, il y a un effet mécanique, quoi. Voilà, on est dans une société extrêmement planifiée où la répartition des richesses et des biens se fait de manière harmonieuse et équitable, c'est-à-dire assez loin de la réalité. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça, notamment parce que ce n'est pas forcément les mêmes qui gaspillent et ceux qui ont besoin de se nourrir, enfin qui ont des problèmes d'accès à la nourriture. L'idée, c'est qu'on gaspille plutôt davantage dans les pays riches, et la malnutrition, elle est plutôt dans les pays en voie de développement. Oui, notamment. Donc, mais on va pas... les gains qu'on va faire si on réduit le gaspillage ne vont pas bénéficier aux populations malnutries. Non. Alors, ce qu'on a dans les pays, on va dire dans les pays européens, et ça c'est intéressant à mon avis à citer comme illustration, on a un certain nombre d'associations caritatives, la Banque alimentaire, les Restaurants du Cœur, qui, lorsqu'à France Nature Environnement, il y a 10 ans, nous avons fait émerger le sujet du gaspillage alimentaire en France, sont venus nous voir en nous disant « Non mais attendez, si vous luttez contre le gaspillage alimentaire, je résume un peu, les grandes surfaces n'auront plus d'invendus à nous donner pour l'alimentation des plus pauvres. » Donc ça veut dire que tout ce qui est association caritative au départ a d'une certaine manière intérêt à ce qu'il continue à y avoir du gaspillage. C'était la première réaction. La première réaction. C'était il y a combien de temps, ça vous disiez? Maintenant, ils ont effectivement, enfin, on a échangé avec eux, on leur a dit, écoutez, aujourd'hui, sur le gaspillage alimentaire, même si on le réduit de moitié, ce qui est, je le répète, un objectif communautaire en Europe, il restera quand même 140 kg par an ramenés à l'habitant, donc il y aura toujours des invendus de supermarchés, notamment pour la solidarité alimentaire. Donc, dans les échanges qu'on a eus avec un certain nombre d'associations caritatives, l'idée c'était de dire, est-ce qu'en direction des plus pauvres, il n'est pas aussi pertinent non seulement de distribuer de la nourriture, mais aussi de favoriser une meilleure nutrition, une nutrition de meilleure qualité, de diffuser des conseils ou l'acquisition de savoir-faire pour être plus autonome. Par exemple, maîtriser des recettes pour accommoder les restes, mieux gérer les stocks. Donc moi, je crois beaucoup à cette idée d'autonomie, parce que la liberté suppose de l'autonomie. Il n'y a pas de liberté quand je fais mes courses et que je prends de manière compulsive les achats. Je suis conditionné par la mise en rayon, etc. En revanche, si la liberté suppose qu'il y a un choix, quoi. Et donc là, ce travail-là, avec les associations caritatives... C'est une notion importante, cette autonomie. Pour vous, il faudrait que le consommateur redevienne autonome d'une certaine manière, donc c'est-à-dire prenne davantage de produits, de matières premières pour confectionner lui-même ses propres plats à partir de recettes, plutôt que de dépendre de recettes toutes faites, toutes prêtes, telles qu'on les trouve en supermarché? Oui, il y a ça, mais dans l'autonomie, ça va plus loin. Ça va aussi dans la capacité à savoir lui-même produire un certain nombre de plats alimentaires. C'est ça. Un bon exemple qui, là, moi, me fait bondir, c'est presque une parabole, c'est la parabole du hachis parmentier. Le hachis parmentier, donc recette inventée par le peuple pour gérer les restes. Je reçois des amis, de la famille le dimanche, il me reste de l'agneau, etc., ou du poulet.
plutôt que de jeter à la poubelle ces restes de viande, je les hache, je les mélange à une purée de pommes de terre et je fais un plat délicieux qui s'appelle le hachis parmentier. Aujourd'hui, le plus grand nombre de hachis parmentiers consommés se fait avec l'achat de hachis parmentier en produits surgelés, avec de l'emballage autour, etc. Donc avec des déchets, on va dire, de viande de l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, l'autonomie, c'est ne pas dépendre, avec les conséquences financières d'ailleurs que ça suppose. Si j'ai peu d'argent pour me nourrir, avoir l'autonomie et savoir faire ça, je vais avoir un hachis parmentier de bien meilleure qualité qui me coûtera beaucoup moins cher. Donc c'est de ça dont je parle quand je parle de plus grande autonomie. Et là aussi, ça doit nous interroger sur ce renversement de modèle. C'est-à-dire le peuple qui invente un plat pour mieux gérer les restes et donc aussi pour des questions de gestion du budget, question d'autant plus d'actualité avec la période de crise économique auquel on est confronté, à un système où je n'ai plus aucun choix et c'est l'industrie qui me dicte ce que je dois faire, même si je m'en défends, hein, parce que comme on touche à des habitudes, à des valeurs sacrées comme la liberté d'acheter ce que je veux quand je veux, hein, je vais dire mais non, bien sûr que j'ai le choix. Alors, si on s'intéresse aux consommateurs, donc 25% c'est tout ce qui reste de repas. 25% c'est tout ce qui est fruits et légumes. 20% c'est tout ce qui est... donc là, les fruits et légumes, voilà, je les laisse pourrir finalement, hein, et donc ils sont impropres, donc je les jette. Je ne fais pas de compote avec. Je ne fais pas de compote avec. 20% c'est des produits entamés. Donc c'est le dernier œuf de la boîte, je le jette. Le dernier yaourt, bon, je ne l'ai pas mangé, bon, je le jette. 20% c'est des produits non déballés. Non déballé, non consommé. L'exemple de la pâte à tarte toute préparée que j'ai achetée en trop grande quantité et la date limite de consommation est passée, donc je jette. Ça va être un pot de je ne sais pas quoi, de crème fraîche, de moutarde, peu importe, que je jette sans même l'avoir consommé. Alors c'est intéressant aussi de réfléchir en termes énergétiques. Donc voilà, il y a donc ce gaspillage important. Quand on gaspille un pain, je ne sais pas si vous avez vos chiffres, moi je les ai. Hein. Avec l'énergie qu'on a utilisée pour fabriquer un pain, savez-vous combien de kilomètres on peut faire en voiture? Je ne sais pas, quelqu'un veut... Quanto dieci? C'est 2,25 kilomètres. Pas mal quand même, avec un pain, vous vous rendez compte? Si on pouvait mettre du pain dans les moteurs. On peut aussi allumer une lampe de 60 watts pendant 32 heures avec un pain. On peut faire tourner 2 lave-vaisselle avec un pain. Un steak, combien de kilomètres en voiture? Un steak, c'est 2 pains. Un steak, c'est 2 pains, grosso modo. Donc voilà, c'est 5 kilomètres. Et on peut faire 4 lave-vaisselle. Voilà, mais au-delà de ces chiffres-là qui effectivement sont intéressants parce qu'ils nous renvoient à des réalités très concrètes, c'est intéressant aussi de voir, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, que lorsque l'on dit qu'un tiers de la production alimentaire mondiale n'arrive pas dans les assiettes, ça veut dire que on a consommé des espaces agricoles, 28% de la terre agricole en vin, on a consommé de l'eau pour faire pousser des déchets alimentaires. Tout ça pour rien, évidemment. On a consommé des engrais, des pesticides pour faire pousser des déchets. Pour faire pousser des aliments. Pour faire pousser des aliments. Hein. Vous avez dit pour faire pousser des déchets. Mais non, des déchets, parce que là, je suis finalement, c'est des déchets, j'ai compris. Ce dont je parle, c'est ce qui ne va pas arriver dans l'assiette. Donc, au bout du compte, c'est une histoire de Shadok, quoi. C'est des Shadok. Voilà. On utilise de l'énergie, on mobilise de la terre agricole, des intrants agricoles pour générer des déchets qui, eux-mêmes, vont nous coûter, à nous, collectivités, pour être traités derrière, quoi. Donc là, Alain Blogowski, dans son propos préliminaire, évoquait la conférence des parties sur le réchauffement climatique qui va avoir lieu donc à Paris en décembre prochain. Donc c'est la grande conférence des Nations Unies. De lutte contre le changement climatique où les États, une fois de plus, vont constater que on est plutôt sur la partie haute et donc assez inquiétante du réchauffement climatique. Ils vont donc essayer de fixer des objectifs pour maîtriser l'augmentation de la température moyenne mondiale. Donc là, on a chiffré l'impact carbone, quelle est la contribution des pertes et du gaspillage alimentaire
à l'émission de gaz à effet de serre, donc en équivalent CO2. Parce que les déchets, finalement, ils ont, tout ce qui est produit alimentaire, qui n'est pas consommé c'est pour du l'alimentation. stock, ça a stocké du carbone, et ensuite quand ça pourrit ou quand je le brûle, etc., le carbone qui a été stocké va repartir dans l'atmosphère. Ouais, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que là, on va aussi compter, par exemple, la consommation d'énergie pour cultiver le blé ou pour élever les vaches. Voilà. Pour fabriquer les. Voilà, c'est l'ensemble sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc ça représente. Alors bon, je vais vous citer un chiffre une fois de plus, mais il y en a de trop. Hein. Mais on va l'illustrer concrètement. Ça représente au niveau mondial 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2, ce qui ne nous dit rien. Pour essayer d'être concret, c'est plus de 2 fois les émissions de gaz à effet de serre des transports aux États-Unis d'Amérique. Si le gaspillage alimentaire représentait un État, ce serait le 3e État le plus grand émetteur de CO2 après les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc ça permet d'illustrer un peu ce chiffre qui est un peu abstrait de 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2, hein, de voir quel est l'impact au niveau du réchauffement climatique. Alors je le répète, on ne réduira pas à zéro les pertes et le gaspillage alimentaire. Ça n'est pas possible. En revanche, on peut faire mieux peut-être. On peut faire mieux. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sachant qu'au niveau européen, mais aussi au niveau français, on a l'objectif de réduire de moitié les pertes et le gaspillage alimentaire. Ça, il faut le répéter. Hein. En Europe, on a l'objectif de réduire les pertes et le gaspillage de moitié à l'horizon 2025. Hein. Ce qui est un objectif très ambitieux. L'Europe nous a habitués à fixer des objectifs ambitieux qu'on n'atteint pas toujours. Après, je pense qu'il est important qu'il y ait l'affichage et l'affirmation d'une volonté politique, quoi. Et sur des sujets comme ça, bien malin qui peut dire comment bien calibrer l'objectif. Donc on voit qu'il y a des enjeux, environnementaux. Hein, c'est tout ce qui est eau, énergie, pesticides, engrais, occupation des terres agricoles. Ça, c'est vraiment absolument capital. Des enjeux sociaux, on en a parlé avec comment utiliser, comment réduire ce gaspillage et qu'il puisse servir peut-être à des familles qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes financiers, qui ont du mal même parfois à acheter de quoi se nourrir. Il y a des enjeux sanitaires aussi. Bien sûr. C'est quoi les enjeux sanitaires du gaspillage ? On va essayer de le faire très simplement. Aujourd'hui, dans nos sociétés européennes, les plus pauvres sont ceux qui sont les plus touchés par les problèmes d'obésité, de diabète. Donc ça veut dire que ce sont les personnes les plus touchées par la malbouffe ou la malnutrition. Donc là, il y a un véritable enjeu de lutter contre le gaspillage alimentaire, ce que j'évoquais tout à l'heure avec les banques alimentaires, en diffusant, c'est de la formation et de l'information, des conseils pour une nutrition de meilleure qualité qui parfois coûte moins cher. L'eau du robinet est sans doute meilleure pour la santé que l'abondance de soda sucré, par exemple. Hein. Juste sur les aspects sociaux, vous avez évoqué la question d'une meilleure nutrition. On a complété sur les aspects santé. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a tout ce qui est lien social. Lien social. Quel est le lien entre le gaspillage et le lien social ? Eh bien, en Europe, on a des associations, des collectivités qui développent des actions concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire qui permettent aux personnes d'être dans une logique collaborative. On parle d'économie collaborative. On voit le développement, par exemple, de structures en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, de ce qu'on appelle les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, où là, autour de produits d'agriculteurs, ceux-ci écoulent leur proximité et les particuliers qu'ils souhaitent prennent un abonnement et reçoivent un panier de nourriture de leur territoire chaque semaine. Et c'est les consommateurs qui s'organisent pour diffuser ce panier de nourriture hebdomadaire. Il y a des collectivités ou des associations qui développent des actions d'ateliers de cuisine autour de l'art d'accommoder les restes. Nous, à France Nature Environnement, on l'a fait avec des grands chefs cuisiniers qui donc réalisaient des recettes de qualité à partir de restes. Donc montrer que
des restes, ce n'est pas simplement quelque chose de mauvais pour la santé, de mauvais au goût, mais qu'on peut faire une gastronomie de qualité avec cette démarche-là. C'est important parce que tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des plus pauvres, ça peut leur donner l'impression d'être mis sur le côté. Alors vous êtes pauvre, donc on va vous donner les rebuts de la société, vous allez avoir des choses de mauvaise qualité, etc. Ce qui évidemment ne contribue pas à leur insertion dans la société. Là, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'avoir une vision misérabiliste de la lutte contre le gaspillage alimentaire, on peut faire des choses positives, des choses de meilleure qualité, tout en évitant le gaspillage. Et puis au niveau social, j'insiste beaucoup là-dessus, même si c'est peut-être une notion complexe, développer au niveau des citoyens du savoir-faire, développer de l'autonomie, par exemple savoir accommoder les restes, savoir faire des compotes. On en avait parlé. Quand on a des fruits qui commencent à être gâtés, savoir gérer son réfrigérateur, savoir gérer ses achats, ça c'est une plus grande autonomie, savoir faire soi-même ses yaourts, passer un petit peu de temps, on doit passer en moyenne 3-4 heures devant la télévision, passer un peu de temps par jour. Hein. Par jour. En moyenne. Merci de préciser. Passer un petit peu de temps avec ses enfants pour leur apprendre à faire du pain perdu. Hein, donc, le pain perdu, il faut rappeler ce que c'est. Si on prend du pain qui est du pain peu rassis, que l'on trempe dans le lait, sur lequel on enduit avec un œuf et qu'on fait cuire et qui est fait avec un peu de sucre. Avec un peu de sucre et c'est délicieux. Et les enfants adorent ça. Vous en faites, vous, du pain perdu ? J'en ai fait. Honnêtement, j'en fais rarement. Mais en revanche, moi, je fais toujours des yaourts, qui est un truc. D'accord. Et moi, les yaourts. Vous faites vous-même vos yaourts ? Ouais. Et je pensais, parce que comme on parle de changer les habitudes comportementales, quand j'ai fait ça, en bon penseur que je me suis dit, ah non, mais moi, je suis tout le temps parti, j'ai pas le temps, je n'y arriverai pas. Et ça me prend très peu de temps. En fait, ça prend peu de temps. J'en fais pour une semaine. Et franchement, vous prenez un ancien yaourt, vous en mettez un peu dans chaque pot. Ouais. Vous mélangez ça avec du lait vite, et vous branchez l'appareil et les yaourts sont prêts le lendemain matin. Quoi. Donc franchement, là aussi, par rapport au temps que je passe à des choses assez futiles et inutiles, c'est pas ça qui m'a pris du temps. Mais en revanche, comme tout le monde, comme ça changeait mes habitudes comportementales, je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui ont plus de temps, je vais jamais y arriver. Quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant d'essayer les choses en se disant, voilà, peut-être je le ferai pas, mais j'essaye pour voir si ça peut m'intéresser et si ça peut fonctionner. On a une certaine fierté d'ailleurs à retrouver de l'autonomie et être capable soi-même de faire, pour les uns, son pain perdu, pour les autres, son propre yaourt. Et puis sur l'aspect social, il y a tout l'aspect solidarité alimentaire, sur le don. Donc on voit que les intérêts sociaux de lutter contre le gaspillage alimentaire, ils sont très nombreux. On voit aussi dans l'industrie touristique, dans les gîtes d'étape, se développer ces pratiques de transmission des restes. Et c'est même encouragé par les entreprises touristiques. C'est des choses qui se développent alors on ne va pas s'enflammer, ce n'est pas non plus majoritaire, mais on sent qu'il y a une appétence pour ça. Parce que pourquoi ? C'est l'occasion de pouvoir avoir du lien et de pouvoir, tout en développant des actions intéressantes d'un point de vue environnemental. Quoi. Alors, il y a une loi qui a été votée en France, c'était le 21 mai dernier. Tous les supermarchés doivent donner leurs invendus. Jusqu'à présent, quand un supermarché avait des invendus, il les jetait directement. Parfois même, il les jetait en mettant de l'eau de javel dessus. C'est variable selon les supermarchés. Pour qu'ils ne puissent pas être récupérés. Et aujourd'hui, il y a cette loi qui est passée. Tout à fait, oui. Ouais. Et il y a aussi une loi, le 9 juillet, non pardon, ce n'est pas une loi, mais c'est une résolution du Parlement européen, une résolution qui vise à encourager tout ce qui est supermarché, à distribuer les produits alimentaires non vendus à des associations caritatives. Donc c'est encore qu'un vœu du Parlement européen, mais ça pourrait du coup à l'avenir devenir une directive européenne. Oui, alors cela dit, en Italie, en France ou dans d'autres pays, la solidarité alimentaire via les commerces, ça se pratique déjà depuis des années. Mais c'est variable selon les cas. Ça prend quelle forme ? Ça prend la forme du gérant du supermarché ou du commerce qui contacte l'association de solidarité alimentaire de son territoire quand il en a une, quand il l'a identifiée, et qui lui propose, plutôt que de payer une benne de déchets, d'alléger sa facture en disant voilà, j'ai des invendus, je peux les mettre à votre disposition. Il y a intérêt financièrement d'ailleurs.
il peut avoir un intérêt pour l'aspect gestion des déchets. À l'inverse, et vous le citiez et vous avez raison, on a aussi des commerces alimentaires qui les invendus, les aspergeaient d'eau de javel, interdisaient le personnel de récupérer ces produits-là, en ayant une autre vision et en se disant si je détruis complètement, je rends impropre à la consommation ces biens-là, je m'assure de vendre, parce qu'il y a une vision approximative, hein, si tous les clients venaient au même endroit, ça pourrait marcher, je m'assure de vendre et d'augmenter mon chiffre d'affaires d'autant, quoi. Là, ce qui est nouveau, notamment en France, ça existait déjà en Belgique depuis plusieurs années, c'est l'obligation de ne plus détruire, mais de mettre à disposition. Alors, l'autre chose qui est importante en France, c'est qu'on a une loi qui est un peu l'arlésienne, qui met du temps à être réellement adoptée, qui devrait l'être avant la fin de l'été, qui est la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, qui va, si ce n'est pas, on croise les doigts, supprimé par un amendement parlementaire, qui va supprimer la date limite d'utilisation optimale. Donc cette date-là, la loi française, donc la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, envisage de la supprimer. Ce qui est déjà le cas, je crois, au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Parce que là, c'est une source de gaspillage alimentaire évidente. Les gens, voyant, tiens, mon paquet de riz, il est périmé. Il est périmé. En réalité, on ne me dit pas qu'il est périmé, on dit qu'il a dépassé la date d'utilisation optimale. Donc c'est valable pour le thé, vous perdez un peu de saveur quand même. Au-delà de cette date-là, ce n'est pas totalement abstrait. Donc ça, cette date-là, la DLUO devrait être supprimée en France. Et donc là, c'est aussi une source intéressante de lutte contre le gaspillage, puisque en maintenant ces dates-là, on stimule l'acte de jeter des produits alimentaires, je vous répète, des produits non frais, pour lesquels il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, la semoule, si la date limite d'utilisation optimale est juillet 2015, ça va. Dans un an, je pourrais la consommer. Dans un an. Et je ne suis pas sûr que même d'un point de vue gustatif, on voit beaucoup la différence.